a bailar. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est la Vadrouille. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner mes conseils sur le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal que j'ai traversé en moto il y a environ un mois. Maintenant, je suis en Guinée-Conakry. Tu vois, c'est quand même très vert. On entend un peu les singes, il y a les vaches là-bas, il y a des chèvres. C'est le début de la grosse aventure là. C'est bien la jungle, j'adore. Je suis en train de faire un tour du monde en moto sur plusieurs années. Je prends mon kiff, je prends mon temps aussi un peu. Mais je suis parti kiffer la vie, quoi. J'ai travaillé dur avant et maintenant, là, j'ai un pécule de côté. Maintenant, on va kiffer. Bon, déjà, première interrogation, avec quelle moto partir? Moi, je pense qu'on peut partir avec pas mal de motos. Il faut surtout qu'elles soient fiables. Et après, voir si tu veux faire beaucoup de routes, beaucoup de chemins ou pas. Parce que tu peux aller, par exemple, jusqu'au Sénégal par la route, hein. Mais si tu veux faire du chemin, c'est vrai qu'il faut une moto assez fiable. Après, tu auras sûrement des bagages et tout ça aussi. Moi, je conseille pas mal la Transalp. Après les Ténéré, les Africa Twin, enfin, ça c'est les vieux trails ou des gros trails ou des récents. À voir, partir avec une moto fiable, c'est quand même assez important. Après, peut-être prendre quelques pièces. Il y en a qui cassent des fois l'embrayage, moi je ne l'ai pas pris avec moi. Mais si tu as la place et que tu as le budget pour acheter un embrayage en plus, pourquoi pas. Je connais quand même deux personnes qui ont pété l'embrayage. Après, moi je suis parti avec les roulements de roues, car avec les bagages ça fatigue un peu et c'est pas toujours facile à trouver. Et les joints spi de la fourche, parce que ça c'est un truc qui peut arriver facilement aussi. Et bon, tu vas trouver un garagiste qui sait le réparer, mais il n'aura pas forcément le joint spi. Du coup, moi j'ai pas pris grand chose, j'ai pris quelques outils, les roulements de roues et joint spi. J'ai pas d'embrayage. Pour l'instant, tu vois, je suis en Guinée-Conakry, j'ai pas pété l'embrayage. C'est vrai que des fois dans le sable ou la terre, tu peux un peu faire patiner l'embrayage. Et d'ailleurs, il faut pas mal éviter. C'est surtout avec ça que tu le niques, en le faisant patiner. Il faut vraiment éviter ça. Du coup, je pense qu'avec pas mal de motos, tu peux le faire. Comme je dis à chaque fois, c'est pas parce que... Il faut pas attendre d'avoir les choses pour le faire. Tu peux le faire avec plein de choses. Il y en a, il faut un vélo, il y en a, il faut un stop. J'ai vu plein de motos. J'ai vu des 300, j'ai vu des Enduro 400, 450, des 300 pas du tout fait pour aller dans la terre, mais ils avaient mis des pneus terre quand même aussi. Tu peux faire avec pas mal de choses. Moi, je dis surtout qu'il faut avoir une moto fiable. C'est assez important quand tu quittes l'Europe. Encore en Europe, tu as l'assurance qui peut aller un peu partout. Mais d'ailleurs, moi, mon assurance, elle marchait jusqu'au Maroc aussi, l'assurance Massif. C'est l'assurance 0 km. Je sais pas comment ça se passe au Maroc, si tu tombes en panne, s'il y a un camion qui vient te chercher ou pas, comme partout en Europe ou pas. Mais du coup, l'assurance fonctionne jusqu'au Maroc. Après, quand tu seras en Mauritanie ou au Sénégal, il faudra prendre une autre assurance. Mais ça, tu peux le voir après le passage de douane. Bon, c'est une vidéo un peu à l'impro que je fais. J'ai quelques notes, mais moi, c'est beaucoup d'impro. Tu sais, c'est pas beaucoup de scénarisé. Mon tour du monde, tu verras, si tu connais pas les vidéos, tu iras voir. C'est rock'n'roll. J'ai deux règles. Pas d'itinéraire défini et pas de durée définie. Et du coup, je vis comme ça. C'est ma façon de vivre. J'ai pas envie non plus de... J'ai pas tout écrit. J'ai écrit quelques bricoles. Du coup, là, je pense qu'on va parler des pneus. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille comme pneus et comment faire? Moi, j'ai changé mes pneus à Malaga, à la fin de l'Espagne. J'ai trouvé un bon petit garagiste, je vous marquerai le nom. Et j'ai pris des Eideno K60 Scoot. C'est des pneus longue durée. Là, je suis à 10 000 km, ils peuvent encore beaucoup faire. Et après, sinon, je vous conseille beaucoup les Moto Z. Je vous conseille des pneus longue durée parce que c'est vrai que sinon, ils s'usent beaucoup. J'ai un ami avec qui j'ai roulé un peu au Maroc, il avait pris des pneus classiques, entre guillemets, pas longue durée, et gomme assez tendre. Il les avait usés à 5-6 000 km, hein, même pas 3-4 000. Enfin, vraiment, ouais. Il vaut mieux prendre vraiment des longues durées. Les longues durées les plus connues, c'est Eideno K60 Scoot. Et après, les Moto Z. Eideno, c'est plutôt si tu veux faire de la route. Enfin, tu sais que tu vas faire pas mal de route. Et Moto Z, si tu sais que tu vas faire que du chemin, je te conseille vraiment Moto Z. Au Maroc, tu peux peut-être trouver des pneus, mais ça va être assez cher. À Mauritanie, ça semblait un peu compliqué. Par contre, au Sénégal, tu peux en trouver aussi. Je sais pas trop les prix. Il faut faire attention au Sénégal que les pneus soient pas périmés. Parce que, justement, Olivier de Moto Découverte Sénégal, ça lui est arrivé. Il achetait des pneus pas chers, mais c'était des vieux pneus. Bon, c'était pas vraiment périmé, mais ils étaient très vieux, quoi. Ils avaient 15-20 ans, les pneus. Et ouais, c'est étonnant de trouver des pneus aussi vieux, mais bon, des fois, en Afrique, tu trouves des vieux trucs. Il y en a beaucoup qui partent avec un jeu de pneus sur la moto, qui les font changer en arrivant au Maroc. C'est pas bête. Moi, je l'ai fait changer à Malaga. Le gars, il pouvait avoir les pneus à un jour ou deux. C'était très rapide, c'était bien aussi. Pour le ferry, de ce que je sais, tu peux le prendre à 7, tu peux le prendre en Italie, tu peux le prendre en Espagne à Barcelone, ou au fin fond de l'Espagne, comme moi, vers Gibraltar. Au final, c'est pas mal de le prendre à 7, je pense. Niveau économie, c'est à peu près pareil.
À part si tu as le temps de faire comme moi un peu l'Espagne et tout, mais sinon le prendre à 7, je pense que c'est pas mal, 7 ou Barcelone. Du coup, tu arrives en bateau au Maroc, et là tu as la première douane. Moi ils m'ont fouillé un peu parce que je suis passé en fait à l'enclave espagnole, et du coup tu as une vraie douane. Apparemment quand tu arrives en bateau directement sur le Maroc, ils fouillent un peu moins et tout ça. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment j'ai fait pour le drone, je l'ai caché bien au fond des valises avec les casseroles et le réchaud et tout ça, parce que le drone est interdit au Maroc. Mais bon, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. J'ai sorti toutes les caméras sur le casque. D'ailleurs, ça je vous conseille à chaque passage de frontière de sortir les caméras et tout ça, faire profil bas quand même. Faut les caresser dans le sens du poil quoi, hein, parce qu'ils peuvent t'emmerder un peu quand même pour tout et rien. En vrai, j'ai pas eu d'emmerde, mais ça peut arriver quoi. Bon, je vais essayer de vous donner mes quelques conseils sur le Maroc. Alors déjà, quel délai? Je pense qu'il faut minimum 2 semaines, hein. minimum, parce qu'en vrai, au Maroc, il y a beaucoup de choses à voir. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 5 semaines. À mon avis, tu t'ennuieras pas au Maroc. Tu as vraiment beaucoup de choses, c'est très impressionnant. Moi, je suis resté 4-5 semaines et j'ai pas tout vu du tout. Après, j'ai pris mon temps, j'étais pas mal hébergé et tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses. C'est même très étonnant. Enfin, j'étais étonné, moi, de voir qu'il y avait une variété de paysages aussi grande et plein de choses, quoi. Quand tu arrives avec le ferry, tu arrives du côté méditerranéen. Tu auras sûrement Tanger qui est pas loin, mais moi, je te déconseille d'aller à Tanger. J'ai pas trouvé ça fou. Je te conseille plutôt d'aller à Chefchaouen. C'est une bonne petite ville bien sympa, avec une architecture un peu spéciale parce que toutes les maisons sont en bleu dans la Médina et tout ça, c'est vraiment bien. Par contre, je te conseille de prendre un hôtel hors de la Médina parce qu'avec les motos, c'est galère et les bagages et tout ça. Tu as plein de petits hôtels hors de la Médina. Après, je te conseille aussi d'aller au-dessus de la ville. Tu auras un super paysage et même si tu as une moto pour aller dans les chemins, tu peux aller partout derrière. Moi, je l'avais fait avec 2 Marocains que j'avais rencontrés. J'avais même eu de la neige et tout ça. C'était vraiment chouette. Il y a plein de petits chemins en fait derrière Chefchaouen. Après Chefchaouen, tu peux prendre la direction de Fès. Et entre Fès et Chefchaouen, tu as une auberge qui s'appelle la Belle Étoile. C'est à El Walda, je te marquerai le nom. Tu peux le trouver sur Airbnb, ça c'est vraiment un bon spot pour rester un jour ou deux. C'est une vue sur un lac magnifique. Pour Fès, je te conseille aussi de prendre un hôtel hors la Médina et après y aller visiter. Et de prendre un guide professionnel pour visiter parce que les petits guides que tu trouves dans la rue, moi je les ai trouvés moyens, j'ai fait les deux en fait. Un guide que j'ai trouvé dans la rue et un vrai guide. Et le guide que tu trouves dans la rue te montre 2-3 trucs, mais après il te fait rentrer dans beaucoup de boutiques, surtout pour essayer de consommer et que lui après il retouche un peu d'argent. Mais bon, du coup ça gâchait vraiment la chose. Je te conseille vraiment de payer un guide, ça coûte je crois 20 € la demi-journée. Et moi j'ai appris plein de choses. Ça, c'était la première fois que je prenais un guide, mais j'ai pas du tout regretté. Et pour les parkings, il y a plein de petits parkings avec des gars qui surveillent les motos et les voitures et après à la fin tu leur donnes la pièce. Pour ça, moi j'ai pas trouvé d'insécurité au Maroc, ni de vol et tout ça. Ça va. Franchement, pour ça va. Même le reste, Mauritanie et Sénégal, je trouve que ça va. Après Fès, tu vas pouvoir traverser l'Atlas, ça c'était magnifique. Par contre, nous on est tombé dans la neige parce qu'en fait, quand même, tu peux avoir froid des fois au Maroc quand même. Tu peux avoir froid, surtout quand tu es en hiver. J'ai trouvé que moi, avant l'Atlas, c'est vraiment climat européen. Et après l'Atlas, c'est vraiment très désertique et tout ça. L'Atlas, c'est une chaîne de montagne, ça fait vraiment une coupure. Du coup, il faut faire attention un peu quand tu y vas. Si tu vas en décembre, par exemple, je pense que tu peux avoir pas mal de neige. Ou en janvier, moi j'étais en février, il y avait un peu de neige et tout. Mais c'était agréable aussi. Voilà. Il faut savoir que quand même, avant la chaîne montagneuse, c'est quand même climat pas mal européen, pas mal vert. Et après, c'est quand même bien désertique. C'est même assez surprenant la transition. En 5 minutes, tu passes de la neige au désert ou de l'Atlas au désert. C'est vraiment surprenant. Du coup, après, tu arrives dans le désert. Moi, je te conseille d'aller à Bouknib et après de faire la piste Bouknib-Merzouga. Par contre, de prendre une trace qui a déjà été faite sur Wikiloc, par exemple, et prendre une trace moto si tu le fais en moto. Parce que nous, on avait pris une trace 4x4. Et du coup, il y avait des endroits où il y avait beaucoup de sable où nous, on passait pas en moto, où c'est que les 4x4 y passaient. J'ai fait 2 grandes pistes au Maroc. Celle avant Merzouga et celle après Merzouga. Et Bouknib-Merzouga, là, celle qui était avant, je l'ai vraiment adoré. Je crois de mémoire, c'était 180 ou 280 km de désert. C'est vraiment génial. Presque, tu peux te prévoir un campement au milieu. Il y a un grand canyon. Et si tu veux, tu regardes ma vidéo. Et vraiment, le canyon, c'était vraiment bien. Nous, on n'a pas campé là. Par contre, on était parti un peu tard. Je te conseille de partir très tôt le matin. Parce qu'on s'était fait avoir. On est arrivé à la nuit à Merzouga. Prévois assez d'eau aussi, ça part assez vite. Nous, on était parti avec 3-4 litres et on les avait finis. On les avait finis sans cuisiner. Si tu prévois de cuisiner tout ça, prends un peu plus d'eau encore. Et on était qu'en février. Si tu arrives en été, vraiment, prends beaucoup d'eau, quoi. À Merzouga, je te conseille d'aller au camping Les Secrets du Sahara. Il y a des petites chambres pas chères, mais bon, c'est très sommaire. Hein. Des chambres pas chères où tu peux planter la tente pour vraiment pas trop cher. Je crois que c'est 4-5 €, vraiment pas cher. Et tu as les vues sur la dune en face. Nous, on avait monté les dunes en moto et tout ça.
Si tu es super bien pour apprendre, vraiment je te conseille. Le secret du Sahara vers Merzouga. C'est pas vraiment à Merzouga, c'est un peu avant Merzouga. Après Merzouga, tu as les pistes où c'est que le Dakar y passait. Nous, on en a fait une autre un peu parallèle, je te les conseille aussi. Mais j'ai préféré quand même la piste avant Merzouga. Là, il y a plusieurs pistes, tu peux faire comme tu veux pour sortir de là. Pour sortir de Merzouga, si tu veux, tu peux même prendre la route, mais bon, c'est quand même mieux de le faire par les chemins. Par contre, surveille bien la trace, que nous, on s'était paumé un moment, et après, on était arrivé dans le sable, on a failli se faire avoir. C'est vrai qu'il faut bien surveiller la trace et bien la suivre, pas faire du hors-piste, ça peut être quand même assez dangereux. D'ailleurs, je te le déconseille un peu de le faire tout seul. Tu peux le faire tout seul, mais au moins avoir un Garmin en cas que tu as un problème. Après, si tu es vraiment courageux et que tu as envie de le faire, tu peux le faire tout seul. Je pense qu'il y a une voiture toutes les 2-3 heures, il y a un véhicule qui doit passer, tu vois. Mais moi, je le conseille à moitié de le faire tout seul, quoi. Après cette partie désertique, moi j'étais allé dans les gorges du Dadès, je vous le conseille pas mal. Et après il y a les gorges du Toudra à côté. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a une piste qui relie les deux, parce que sinon la boucle elle est un peu longue. Mais il y a une piste qui est en train d'être goudronnée qui relie les deux, ça peut être pas mal de faire un peu les deux. Je vous conseille presque de faire ça. Ou si tu as le temps, tu peux faire le tour complet, mais c'est assez long, je crois que c'est 600 km. Après moi je me suis dirigé vers Marrakech. Mais je n'étais pas vraiment à Marrakech, j'étais à 50 km, j'y suis juste allé un soir. Je sais pas si je te le conseille ou pas. Moi j'ai pas trop vu le vieux Marrakech et tout ça, mais bon, j'étais pas parti pour voir des villes et tout ça. En vrai, je vous le conseille à moitié. On était parti faire la fête, ça nous a coûté assez cher. Mais bon, comme tu veux, mais bon, c'est rien de fou quoi, rien de fou. Si j'aurais pas été avec les gars du TFT, on serait pas parti là-bas. Après en couple, c'était bien marrant et tout ça. Mais sinon, je vous le conseille pas spécialement. Bien sûr, je dis pas tout ce qu'on peut faire au Maroc. Hein. Tu peux te renseigner sur beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a plein de choses à faire. Moi, je te dis qu'est-ce que les petits trucs que j'ai fait. Du coup, maintenant, on va partir vers la côte atlantique que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé un peu le sud-ouest chez moi. Ou même plus, hein. Ouais, peut-être même la Croatie plutôt. Parce qu'il y avait des pins, c'était très sec. Tu vois l'océan vraiment grand. T'as les couchers de soleil. Ça, c'est vraiment génial, les couchers de soleil sur l'Atlantique. Et j'ai beaucoup aimé la ville Issouane. Issouane, c'est une ville de surfeurs. Moi, je regrette de ne pas avoir pris une nuit là-bas. Ça surfe beaucoup, mais du coup, c'est très cool. Il y a des bons petits cafés et tout ça, des bons petits restaurants, pas mal de monde. Ça avait l'air vraiment good vibes. Je vous conseille vraiment d'aller là. Après, on va partir vers le sud du Maroc. Sur nos cartes, il y a marqué Sahara occidental, mais les Marocains, ils détestent qu'on dise ça comme ça, parce que pour eux, c'est une offense. Parce que c'est un peu compliqué, il y a la géopolitique et tout ça. Nous, il y a marqué le Sahara occidental. Moi, j'ai dit dans des vidéos, je me suis fait vraiment incendier d'avoir dit ça. J'étais pas trop au courant. C'est très compliqué, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner sur internet. Mais bon, en vrai, c'est plutôt quand même le sud marocain. C'est vrai qu'on voit aucun drapeau hors marocain, on voit que des drapeaux marocains partout. Et voilà, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, renseignez-vous. Mais c'est une offense pour les Marocains de dire Sahara occidental. Ça, je l'ai appris après, quoi. Du coup, sur la côte atlantique, j'ai roulé un peu sur la plage. C'était vraiment fantastique. Il faut faire attention que le sable soit assez dur. Quand il y a des rivières qui partent dans l'océan, des fois, quand c'est marée basse, tu le vois pas. Mais le sable est vraiment mouillé, en fait. Et moi, je me suis fait avoir 2 fois. Je suis allé à des endroits où c'est que la rivière va dans l'océan normalement. Du coup, le sable était vraiment mouillé. J'ai fait des sortes de soleil, quoi. Ça peut être un peu dangereux, la plage. Il y a une piste qui est assez connue, c'est la piste de la plage blanche. Moi, j'ai pas réussi à la faire. J'étais un peu trop chargé. En plus, j'avais pas vraiment les bonnes traces. Si tu veux la faire, télécharge plusieurs traces. Et aussi, sur Haussmann, tu vois exactement la piste qu'il fallait prendre. Mais moi, j'ai pas réussi. Renseigne-toi bien avant d'y aller parce que c'est, 30 km de plage où tu croises pas grand monde. Je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui passent par jour, soit en camion, soit peut-être en moto, avec des motos assez légères. Moi, j'étais beaucoup chargé, le sable était bien mouillé. Faut faire attention aussi, marée basse et marée haute. Moi, je savais pas tout ça, du coup, j'ai pas réussi à le faire. Mais bon, si tu te chauffes, tu peux la faire. En groupe, je pense que c'est pas plus mal quand même de le faire en groupe, que tout seul, c'est peut-être un peu dangereux. Et la plage blanche, t'es pas obligé d'y aller par la plage, tu peux y aller aussi par les terres. Il y a une piste en dur qui t'y amène. Tu peux trouver tout ça sur Wikiloc, c'est vraiment bien, c'est une application qui recense plein de tracés qui ont été faits par des motos ou des 4x4. Après la plage blanche, tu arrives à Tantan, et pour moi, de Tantan à Nouakchott, qui est en Mauritanie, la capitale mauritanienne, c'est vraiment très désertique, un peu galère quand même, c'est une aventure. Tu as 1500 km de désert, tu as intérêt à t'accrocher parce que c'est un peu dur. Enfin, c'est quand même un gros morceau, hein. 1500 km de désert, ça surprend, hein, ça surprend. Des heures sur la moto, avoir des fois des tempêtes de sable, beaucoup de vent. J'avais été mal au cervical des fois, j'avais le vent de gauche qui arrivait, ça me faisait vraiment mal au cervical. C'est costaud quand même, moi qui suis en pleine forme, je trouve ça quand même assez costaud. Du coup, j'ai pas planté la tente lors de cette durée-là.
Il y a quelques petits hôtels, il faut essayer de t'organiser pour ça. Partir quand même assez tôt le matin et voilà. Prends pas ça quand même trop à la légère parce que c'est quand même assez costaud, assez costaud. C'est toujours un peu pareil, c'est du désert, ça change pas trop. C'est après Nouakchott que ça change pas mal. Mais là sinon de Tantan à Nouakchott, ça change pas beaucoup. Et moi j'ai trouvé comme ça. Du coup on va dire que là tu arrives à la frontière mauritanienne. Au début du coup tu as la police et la douane marocaine. Bon ça se passe assez bien, ils sont sympas, ils sont habitués. Après tu as le No Man Land. Là ils ont tout nettoyé. Avant il y avait plein d'épaves et tout ça, mais maintenant il n'y a plus d'épaves et tout ça. La route est quasiment toute goudronnée. Et après, tu arrives du côté mauritanien, où c'est que là, il y a des passeurs qui vont te demander si tu veux de l'aide et tout ça. Moi, au début, j'avais dit non, et au final, j'en ai pris un parce que c'est tellement mal organisé. Tu sais pas du tout où il faut aller dans 4-5 bureaux, et t'as aucune idée. Au final, le passeur, ça te coûte 10 €, il est assez rapide, il connaît les trucs et astuces, parce qu'il faut vraiment l'aider dans 5-6 bureaux, et c'est galère quand même. Franchement, c'est un peu galère. Maintenant que j'en ai fait plein d'autres frontières en Afrique, c'est quand même la plus galère que j'ai faite. Du coup, je te conseille de prendre un passeur pour 10 €. T'as pas besoin de le réserver en avance, t'as fond quand t'arrives. Ils font la queue, les passeurs, chaque client, ils font la queue comme ça. Il y aura quelqu'un pour te conseiller. Par contre, toutes les frontières, je trouve beaucoup d'informations sur l'application iOverlander. Ça, c'est l'application la plus importante pour moi quand je voyage par la terre. Là, elle m'apprend vraiment beaucoup de choses. Tu peux avoir plein d'informations, surtout sur les douanes, sur où c'est qu'il faut faire les visas. Oh, punaise de petits moucherons. Et du coup, ouais, aussi les hôtels, les coins touristiques. Enfin, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus, iOverlander. Moi, c'est bon, t'as passé la douane et tout ça. Et après, t'as les gens qui te vendent les puces de téléphone. Ça, je te conseille aussi de toujours en acheter. Et aussi de faire du change. Parce que là, par exemple, après, il n'y a pas de banque avant très longtemps. Il vaut mieux, il faut penser à avoir un peu de change. Soit tu prends toujours des euros. Moi, j'ai quand même toujours un peu de stock d'euros. Mais aussi de la monnaie précédente. Et tu fais du change. C'est toujours important d'avoir quand même, quand tu arrives dans le pays, 50, 100 €. Quand tu vas à la pompe à essence, quand tu vas manger, quand tu vas dormir. C'est important, c'est important. Du coup, toujours avoir des euros. Moi, je pense, ouais, 2, 3, 400, 500 € en stock. Et après, aussi la monnaie du pays précédent. Bon, après la frontière, tu vas voir, ça va être encore le désert pendant un moment en Mauritanie. Et moi, j'étais allé à Nouadhibou, mais je te conseille pas d'aller à Nouadhibou, il n'y a rien à faire, franchement. Je te conseille plutôt d'aller directement à Nouakchott. Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit qu'ils avaient planté la tente à côté des barrages de police, parce qu'il y a pas mal de barrages de police. D'ailleurs, en Mauritanie, il faut que tu prépares un petit papier avec marqué ton numéro de passeport, ton nom, ton prénom, toutes les informations sur la moto et toutes les informations le plus possible sur toi, ton adresse et tout ça. Tu peux trouver des exemples en ligne sur fiche information Mauritanie. Tu peux taper et tu trouveras plein d'exemples. En Mauritanie, il y a une piste aussi qui est très connue, le long du chemin de fer, mais qui est une ancienne piste de Dakar qui est assez longue. Moi, j'ai pas voulu la faire tout seul, qui était trop dangereuse. Et j'ai 2 amis qui l'ont fait et ils se sont blessés. Il faut faire attention, faut vraiment faire attention. Il y a une ambulance qui est venue, il y a une ambulance qui a dû monter dans le train, descendre du train pour venir chercher mon pote parce qu'il s'était fait mal à l'épaule et aux côtes. Il a eu des côtes filées et tout ça. Il faut faire attention. Moi, j'ai pas voulu y aller justement à cause que ce soit trop dangereux. Et après, j'ai appris qu'ils se sont fait mal. Ça, c'était vraiment triste pour lui. Mais bon, faut vraiment faire attention. En fait, il a pris confiance. Il commençait à rouler à 60, 70 dans les dunes et tout ça. Et à un moment, la dune, elle était creuse derrière. Il a fait un soleil. Ouais, faut pas oublier que tu peux te faire très mal en moto et même te tuer. Alors, faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Si tu as envie de la faire, tu peux la faire, mais plutôt à plusieurs. Il y a Lolo Cochet qui avait fait une très belle vidéo sur ça, quand ils avaient fait France-Dakar avec les Transalpes, je crois qu'ils avaient fait. Ah non, c'est peut-être avec les T7. Bon, tu peux trouver Mauritanie, Lolo Cochet, piste du Dakar, tu trouveras sur YouTube. Si tu suis l'aventure, tu es au courant, mais j'ai une petite pièce de Lolo Cochet sur la moto ou de Amaury. J'ai le filtre à air parce que quand je suis arrivé au Sénégal, il fallait que je fasse la vidange. Et les gars chez qui je suis allé, c'était Amaury qui lui avait donné les filtres à huile. Quand ils étaient passés avec les T7, ils en avaient trop, ils le connaissaient, le garagiste. Du coup, il avait passé les filtres à huile. Du coup, j'ai une petite pièce 2. Ça me fait un peu bizarre, mais je suis très fan d'eux. Et voilà, j'ai une petite pièce 2. Maintenant, il va falloir que j'arrive à faire le tour du monde et le tour d'Afrique. Mais bon, je crois fort en moi, je suis motivé comme jamais. De toute façon, c'est le rêve d'une vie, c'est un peu le destin. Hein. Franchement, moi, je vois ça comme un destin. Et c'est le rêve d'une vie, je suis persuadé que je vais y arriver, faire beaucoup de continents. Je sais pas trop encore si je vais faire l'Australie ou pas. C'est un peu le dernier continent qui est pas sûr, mais je pense que je le ferai aussi. Enfin, on verra, ça va prendre des années. Honnêtement, moi, en Mauritanie, je me suis pas trop arrêté. Il y en a qui vont pas mal dans les terres, voir des vieux trucs, je sais pas quoi. Dans le désert, moi, j'avais un peu ras la casquette du désert, du coup, j'ai continué. Même à Nouakchott, j'ai trouvé qu'il y avait rien de terrible. Le seul truc que j'ai trouvé bien en Mauritanie, c'est le désert, pas le désert, le parc national qui est avant la frontière de Diama. J'ai vu plein de fois cochères, j'ai fait voler le drone, c'était super bien. Même, je conseille presque de dormir une nuit là-bas, ça coûte 30 € à l'hôtel.
Et aussi, c'est dommage, tout le monde y passe, mais on ne visite pas tant que ça le parc. Il y a pas mal de petites pistes que personne prend. Ça vaudrait le coup de rester un jour là-bas et de prendre plein de petites pistes et tout ça. Et je vous conseille de prendre la frontière de Diama parce que elle est beaucoup plus simple que la frontière de Rosso. Rosso, c'est là où il y a les gros camions qui passent, mais il faut prendre un bateau pour traverser le fleuve le Sénégal. Et il y a beaucoup d'emmerdes apparemment, il faut payer plein de monde et tout. C'est pas mal chiant. Mais la frontière de Diama, le problème c'est que c'est une piste. Quand c'est sec, ça va. Sec et damé, ça va. Mais des fois, c'est sec. Mais il y a toutes les ornières d'avant, c'est un peu la galère. Mais bon, tout le monde arrive à passer petit à petit quand même. Sauf quand c'est trop mouillé, des fois tu peux t'embourber et tout ça. Mais bon, si c'est vraiment trop mouillé, ils vont la fermer, la frontière. Bon, il y a toujours solution. Au pire, tu passeras par Rosso. Et je connais qu'une personne qui est passée par Rosso. Et bon, il s'en est sorti quand même. Et si tu veux faire un truc un peu original, il y a Ity Boots qui a réussi à traverser cette frontière via une petite pirogue. Moi, j'avais jamais vu ça. J'étais pas du tout au courant qu'on pouvait le faire. Je pense que personne n'était au courant. C'est vrai que Ity Boots c'est très fort pour trouver plein de petits trucs comme ça. Elle parle en anglais, mais tu as les traductions en français en dessous. Et je sais pas trop par où elle est passée, mais elle a réussi à traverser la frontière par pirogue. Bon, après, moi, j'ai réussi à le faire dans d'autres pays. J'ai fait la frontière Gambie-Sénégal via une pirogue, mais moi, il n'y avait pas de bureau d'immigration après. Alors qu'elle, je crois qu'il y avait un bureau d'immigration après. Renseigne-toi sur la chaîne YouTube de Ity Boots. La frontière de Diama, ça se passe très bien des deux côtés. Même moi, j'ai dormi du côté sénégalais, à la douane. Il y avait une bonne petite équipe, les gens qui vendaient les cartes SIM, qui faisaient le change et tout ça. Super sympa, super sympa. J'ai dormi là, j'ai mangé avec eux. Et ils m'ont conseillé d'aller au parc de Djoudj, qui est un parc où il y a pas mal d'oiseaux. Là-bas, j'ai dormi dans un chouette petit camp, je vous le marquerai. Et j'ai le gars qui tient le camp, il peut faire guide aussi. Le problème, c'est qu'avec les motos, on peut pas trop normalement. Moi, j'étais une moto, il a réussi à négocier. Mais sinon, tu peux le faire à pied. Après, tu prends une grande pirogue. Et ça peut être très sympa aussi. Ou tu payes un gars pour te promener en calèche et tout. Ça peut être vraiment pas mal. La piste est sympa pour y aller. C'est pas du tout touristique. La pirogue, c'est cool. Et moi, j'ai eu la chance de voir les pitons. Les pitons, il faut y aller vers 13h. Lui, le guide, il connaît très bien où c'est. C'est pas tout le temps que tu peux les voir. Si tu as la chance, tu les verras. Si tu arrives en plein après-midi, il fera peut-être trop chaud, mais vers 13h, apparemment, ils y sont souvent. Et c'est vrai que voir des pitons, ça m'a vraiment impressionné. C'était, je sais pas, moi, 20 € pour le guide. Après, ouais, 25 € pour dormir avec le repas. Peut-être 30 € pour dormir. Mais bon, je dépense un peu d'argent. C'est sympa. La piste est sympa. J'avais vu des singes et tout ça sur la route aussi. Le soir, tu peux voir aussi des crocodiles. Enfin, je vous le conseille. Après ce parc national de Djoudj, tu peux aller à Saint-Louis. C'est vraiment impressionnant de voir le port avec toutes les barques. Enfin, c'est pas des barques, c'est des pirogues par contre. Mais tu as des pirogues de toutes les tailles. Tu peux avoir des pirogues de 10 mètres comme des pirogues de 20 mètres. C'est vraiment impressionnant. Ils partent en mer et tout ça. Saint-Louis, c'est pas mal. Il y a pas mal de petits trucs à faire. Du coup, je te conseille Saint-Louis. Après Saint-Louis, tu vas pouvoir prendre la route. Apparemment, il y a le désert de l'Ampoule qui est pas mal. Tu peux aussi rouler sur la plage. Il y a des trucs qui sont pas mal. Par contre, après le lac Rose, beaucoup de monde est déçu. Parce que c'est l'arrivée du Dakar, c'est un peu mythique et tout ça. Mais il est plus du tout rose, ça devient un peu une décharge. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Tu arrives, il y a plein de gens qui veulent te vendre des trucs et tout. Et en plus, il n'est pas du tout rose. Ça devient un peu une fosse septique apparemment parce qu'ils ont construit tout autour. Et du coup, il y a la merde qui va dedans. Du coup, c'est vrai que c'est pas ouf. À la frontière du Sénégal, ils vont te faire un passe avant. C'est pour que tu puisses rentrer avec ton véhicule sur le territoire sénégalais. Et après, il faut que tu ailles à un bureau de douane pour qu'ils te fassent un plus long papier. Soit un passe avant qui dure 1 mois, soit remplir le carnet de passage en douane, soit un carnet ATA si tu as fait un carnet ATA pour rester qu'au Sénégal et avoir le véhicule pendant 6 mois au Sénégal. Si je me trompe, c'est ça. En fait, le passe avant, tu peux faire 1 mois renouveler 1 ou 2 fois. Il faut que tu ailles au bureau pour le renouveler. Et après, tu peux le faire aussi un carnet ATA. Ça, c'est pour rester 6 mois le véhicule. Et après, carnet de passage en douane, c'est pour voyager partout dans le monde. Par contre, au bureau de douane à Saint-Louis, ça fonctionne pas apparemment. Il faut aller à Dakar. À Dakar, il y en a plusieurs. Moi, je t'en conseille un parce qu'apparemment, les autres, tu fais toujours l'accueil et tout ça. Moi, je l'ai eu en 15 minutes, je l'ai eu. Je crois que c'est Hall 8, mais je te marquerai le nom. Il me semble que c'est Hall 8. En moto, tu peux y aller. Il y a beaucoup de bouchons. Par contre, si tu es en 4x4, je te conseille de laisser le 4x4 avant. Et après, d'y aller petit à petit à pied parce qu'il y a beaucoup de bouchons. Et moi, ça m'avait vraiment pris 15 minutes alors que des fois, ça prend 2-3 heures sur les autres. Du coup, je te conseille vraiment d'aller là. Et justement, sur ça, je l'avais trouvé sur iOverlander. Ça recensait tous les bureaux de douane, mais celui-là, il disait que c'était assez rapide. Et effectivement, moi, ça a été assez rapide. Par contre, c'est vrai qu'aller à Dakar en moto, c'est un peu galère. Prends aussi peut-être un hôtel à l'extrémité du Dakar, au début de Dakar, pour pouvoir déposer les valises et après te balader dans Dakar, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et tout ça.
et ça peut être un peu dangereux. Maintenant, dans les grandes villes, c'est beaucoup ce que je fais, que je trouve un hôtel un peu en périphérie de la ville et après je me balade sans les bagages, c'est beaucoup plus pratique. Après Dakar, je te conseille d'aller à Sali. C'est un peu une station balnéaire, mais c'est vraiment beau. Moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Ça m'a rappelé peut-être un peu le Mexique et tout ça. C'était vraiment très agréable, pas trop cher et tout ça. D'ailleurs, moi, j'étais logé chez Olivier, qui gère Moto Découverte Sénégal, un gars au top, avec sa femme au top, top, top. T'es logé, nourri, blanchi pour pas trop cher. C'est vraiment très, très, très bien. C'est à 100 mètres de la plage. Il connaît tous les bons trucs. Tu peux aussi faire réparer ta moto. Il connaît un bon garagiste. Enfin, un très, très bon plan. Vraiment, un plan super, super. Pour pas trop cher. Et lui, il te trouvera toujours une solution. Et j'ai vraiment apprécié ce passage là-bas. Je suis même resté 10 jours, tu vois, au final. C'est pour te dire. Il a une piscine, il y a la plage pas loin. Tu manges bien, pas trop cher. Et aussi, quand tu es là, je te conseille d'aller dans le Sile Saloum. C'est vraiment génial. Le Sile Saloum, c'est une région qui est vraiment très, très belle. Moi, je regrette un peu même de ne pas avoir plus fait que ça. Ça avait l'air vraiment, vraiment top. C'était un rêve. Franchement, c'était un rêve. Hein. Tu avais des palmiers, des baobabs en même temps. Voilà. Des troupeaux de zébus, tout ça, c'était génial, génial. Et après, tu as une autre région du Sénégal qui est encore plus loin, qui est la Casamance. Tu peux y aller en bateau si tu veux depuis Dakar, ça arrive directement en Casamance, ou tu peux faire le tour parce qu'en fait, il y a une enclave, c'est la Gambie qui est au milieu. Moi, je l'ai traversé, j'ai pas eu d'emmerde. Mais avant, apparemment, tu avais beaucoup d'emmerde. Apparemment, maintenant, tu as beaucoup moins d'emmerde avec les flics. Tu peux soit traverser par la Gambie, soit tu peux faire le tour par le haut. En vrai, je crois que maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Les flics, ils ont dû avoir des ordres de se calmer avec les touristes un peu. Du coup, je me suis pas fait trop emmerder. Et même s'ils demandent des bakchiches et tout ça, de la monnaie, reste calme, dis que tu as le temps, que c'est pas grave, que tu as le temps. Et des fois, ils craquent, ils te laissent passer. Ou dis-leur que tu travailles pour une association et qu'il te faut forcément un reçu de tout ce que tu fais parce que tu dois te faire rembourser après. Ou juste tu leur dis que tu as besoin d'un reçu. Et en fait, quand c'est comme ça qu'ils se le mettent dans la poche, ils peuvent pas faire de reçu. Du coup, demande-leur un reçu et souvent ça les calme. Donc pour la Gambie, il n'y a pas besoin de visa. Il n'y a pas besoin de visa pour le Sénégal non plus, pour la Mauritanie non plus, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est un peu plus compliqué après quand tu arrives dans les Guinées, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Là, je dois toujours penser à quelle ambassade aller pour avoir mon visa, combien de temps ça dure, combien de temps ça coûte. C'est vrai qu'aller juste au Sénégal, c'est quand même bien, c'est pas trop compliqué. C'est dommage qu'on puisse plus passer par le Mali et l'Algérie. À l'époque, on pouvait le faire. J'ai rencontré des gens qui l'ont fait, ils m'ont dit que c'était top. C'est vrai que c'est un peu chiant de se taper toute la route et après au retour se taper une grande partie de la même route. Après, il y en a qui mettent la moto dans les containers. Pour la revendre là-bas, c'est un peu compliqué parce qu'il faut la dédouaner. Et c'est un peu compliqué. Au final, les gens ils sont pas trop intéressés. Tu vas la vendre vraiment pas trop cher. En plus, tu vas payer le dédouanement. Et la durée pour faire France-Sénégal, France-Dakar, je pense minimum 2-3 semaines en roulant beaucoup, en prenant pas trop plaisir. Moi, si j'aurais que 3 semaines, je conseille plutôt de rester qu'au Maroc. Hein. Franchement, faire toute la route comme ça, c'est pas très intéressant. Il faut avoir au moins 1 mois ou 2 pour faire 1 mois pour faire l'aller minimum, je trouve moi, et 1 mois pour faire le retour minimum. Enfin, le retour, tu peux le faire plus vite en 2 semaines. Mais ouais, si tu veux, tu peux le faire, hein, mais tu vas faire beaucoup de route. Hein. Il y a quelques milliers de kilomètres. Hein. Ah, c'est pas mal ici quand même, la Conakry. La Conakry, je ferai des vidéos aussi conseils sur ça, mais c'est vraiment différent. Là, il faut avoir des visas et tout ça. Je te dis, la dernière fois, j'ai passé 1 semaine sans voir un blanc. J'ai passé 1 semaine sans voir un touriste blanc. Peut-être qu'il y a des touristes blacks, mais des touristes blancs, j'en ai pas vu. Et ici, tout le monde t'appelle le blanc. C'est pas du tout discriminatif de t'appeler le blanc. C'est juste une façon de t'appeler, comme si t'appellerais le grand, le gros. Ils t'appellent le blanc. Faut pas se vexer avec ça ici. Par contre, juste au Sénégal, il n'y a pas trop de problème avec ça. Bon, au Sénégal, ils t'appellent un peu le toubab, ça veut dire le blanc. Mais il faut pas se vexer avec ça. Faut rester à la cool. T'as fait l'Afrique, il faut rester à la cool. Même dès que tu arrives au Maroc, il faut arrêter de penser avec son cerveau européen. C'est quand même bien différent. Enfin bon, après, Maroc, c'est quand même un peu européanisé. Quand tu arrives direct en Mauritanie, là, c'est l'Afrique noire. Ça change complètement. C'est un peu le bazar et tout ça. Il faut prendre les choses à la cool. Même les flics, il faut rigoler. Même quand tu as des problèmes, tu sais, ils aiment bien rire ici. Ils aiment bien rire. Enfin, surtout à partir de la Mauritanie. Ils ont quand même l'humour dans le sang. Ils aiment bien danser et tout ça. C'est vrai qu'au Maroc, c'est un peu différent. Ils ont moins la culture aussi de la fête dans le sang. Mais à partir de Mauritanie, Sénégal, surtout Sénégal, ils aiment beaucoup faire la fête et tout ça. Maroc, c'est un peu le point négatif que j'ai trouvé, qu'il n'y avait pas trop de côté festif. Bon, après, je suis pas trop venu chercher ça. Mais c'est vrai qu'on entendait très rarement la musique dans la rue, des gens danser. T'as pas trop de contact avec les filles aussi. T'en as un peu au restaurant et tout ça, qu'elles sont serveuses ou réceptionnistes et tout ça. Mais t'as très peu de contact avec les filles, alors qu'en Mauritanie, pas trop non plus en Mauritanie, non. Malheureusement, par contre, dès le Sénégal, oui, c'est très sympa.
C'est très sympa, c'est très sympa. C'est le Benoît du montage et j'aimerais apporter quelques petites précisions que j'ai oublié de spécifier dans la vidéo. Donc par exemple au Maroc, je voudrais vous expliquer qu'ils parlent pas français partout, que même dans le nord du Maroc, ils parlent beaucoup espagnol, parce que c'était colonisé par les Espagnols, je crois avant, si je me trompe pas. Et c'est pour ça qu'ils parlent espagnol. Et même c'est plutôt dans le sud qu'ils parlent bien français. Par exemple à Chefchaouen, les anciens, ils parlaient beaucoup espagnol, à Tanger aussi. Et après, par contre, dans le sud, même les jeunes, ils parlent pas forcément trop français, ils parlent presque plus anglais que français. Les anciens, ils parlent bien français, mais des fois, les jeunes, c'est vrai que j'ai trouvé des fois qu'ils parlaient mieux anglais que français. Ils parlent un peu français, mais des fois, pas beaucoup. Après, la deuxième petite précision que je voudrais apporter, c'est au niveau de la sécurité. Est-ce que je me suis déjà senti en danger? Pas vraiment. Après, moi, j'ai souvent confiance dans tout ça, j'ai pas vraiment peur. Après, des fois, je me suis fait un peu emmerder, mais plutôt par des enfants. Tu vois, les enfants, des fois, ils sont un peu chiants. Ils nous ont jeté des cailloux sur la route. Moi, quand ils m'ont jeté des cailloux, crois-moi que j'ai fait demi-tour, je suis allé les engueuler. Une fois, je pense qu'on m'a fait un fuck. Je me suis aussi arrêté et je suis allé les engueuler. En fait, il faut leur apprendre aussi. Peut-être qu'ils sont un peu jaloux de ci ou de là, mais bon, quand t'as des indifférents, il faut quand même aller voir la personne et lui expliquer que c'est pas normal de faire ça. Et les enfants, encore plus, ça leur apprend et tout ça. Et c'est vrai que souvent, les enfants, de suite, à peine on s'arrêter dans certaines régions, vous avez des cadeaux, vous avez de l'argent et tout ça. Ça, c'est un peu les raids humanitaires qui leur mettent à la tête que tous les touristes blancs ont des trucs à leur donner et pas toujours de l'argent, quoi. Et des fois, c'est un peu chiant que de suite, ils demandent argent, ils disent à peine bonjour et tout ça. Mais ça, c'est un peu beaucoup partout en Afrique. Ça m'a pas lâché depuis le Maroc et même ça s'amplifie petit à petit parce que moi, on me demande de l'argent tous les jours. C'est une habitude, c'est vraiment une habitude maintenant. Là, en Guinée-Conakry, c'est souvent. C'est souvent. Après, la troisième précision que je voudrais apporter, c'est par rapport au budget. Moi, ça me dérange pas de parler d'argent, mais je sais pas exactement combien j'ai dépensé. Mais ce que je sais, c'est que le minimum pendant un mois que tu peux dépenser, à mon avis, c'est 750 €. J'avais un ami qui voyageait à vraiment pas trop cher, c'est ce qu'il dépensait un mois, environ 750 €. Et le niveau de vie est à peu près pareil dans les trois pays. Et je pense que ça peut aller jusqu'à 1500 € si tu manges souvent au resto, si tu vas souvent à l'hôtel. Moi, je pense que j'étais un peu entre les deux, entre 550 et 1500. Mais je compte pas trop, je préfère vivre tranquillou et après je fais les comptes un peu à la fin. J'espère que ces petites précisions ont pu vous aider, je vous remets sur la vidéo. J'espère que tu as pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos comme ça. Tu me diras en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des idées d'amélioration pour d'autres vidéos conseils, que je vais en faire d'autres, dis-moi. Ouais, c'est quand même un peu bizarre de parler pendant 20-30 minutes à la caméra. Moi, j'avais fait quelques notes et tout ça, mais c'est beaucoup d'impro quand même aussi. Moi, je fais beaucoup d'impro, rien n'est trop scénarisé. Enfin, rien du tout est scénarisé d'ailleurs. Et c'est un peu une revanche sur la vie de pouvoir parler pendant une demi-heure à la caméra et tout ça. Moi, j'étais dyslexique assez lourd. J'étais suivi pendant des orthophonistes pendant 10 ans, plusieurs fois par semaine. J'étais suivi à l'école et tout ça. J'ai vraiment beaucoup de problèmes, même pour parler français. Du coup, c'est un peu une revanche sur la vie de pouvoir parler à une caméra pendant longtemps et pas trop bégayer et tout ça. Du coup, je suis vraiment content de pouvoir réussir à faire ça maintenant. YouTube, ça m'a beaucoup aidé, me filmer et tout ça. Même dans ma vie professionnelle, ça m'a aidé. Des fois, quand j'allais voir des patrons pour les entretiens d'embauche, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'allais voir des banques pour financer des projets, ça m'a beaucoup aidé. Enfin bon, voilà, c'est un peu une revanche sur la vie, moi, que j'ai pris. Tu sais, j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'étais un peu discriminé. Tu sais, quand t'es nul à l'école, t'es soi-disant nul un peu partout, mais au final, j'ai très bien réussi dans d'autres domaines après. J'ai commencé à travailler dans le plomberie chauffage à 14 ans. Et voilà, après, j'ai réussi un peu assez bien dans ce que j'ai voulu entreprendre. Je suis très content de ça. J'espère que toi aussi, tu essaies d'entreprendre pas mal de choses. Hein. Franchement, c'est difficile pour tout le monde, mais je t'envoie toute ma force. Mets-toi à fond dans tes projets, sois focus, oublie un peu les à côté, des fois il faut mettre un peu la fête sur le côté, les potes sur le côté, être focus sur les choses. Des fois se lever tôt le matin pour pouvoir entreprendre beaucoup de choses. Là c'est sûr, maintenant j'ai la belle vie, mais j'ai pas mal bossé pour ça et je suis très content d'être arrivé jusqu'à là. Je te souhaite toi aussi de réaliser tes rêves, parce que là moi je réalise mon plus grand rêve, un tour du monde en moto. Si tu as envie de suivre cette belle aventure, abonne-toi, à mon avis tu ne regretteras pas. Tu peux lâcher aussi ton plus gros pouce bleu. Et ce que je préfère par contre, c'est les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui me mettent des commentaires, mais ça me donne vraiment de la force. Je réponds à tout le monde. Je te jure, ça me met tellement chaud au cœur quand je vois tous ces commentaires. Parce que c'est beau de voir des vues, de voir des pouces, mais ça change rien. Tu sais pas vraiment si les gens vont vraiment regarder ou pas. Mais les commentaires, quand tu vois qu'ils te disent merci Benoît et tout ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Du coup, je vous remercie énormément ceux qui le font. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!